Chers amis, chers téléspectateurs, auditeurs, abonnés, marhaba bikoum, content de vous retrouver. Nous allons repasser, maintenant c'est devenu un petit peu une coutume, repasser un bon moment ensemble, à apprendre quelque chose. Comme ça ce soir on sera un peu moins bête. Je rappelle que l'imam Ali disait une journée dans laquelle on n'apprend rien n'a servi à rien. Donc pour cela nous recevons notre ami, auteur, conférencier, intellectuel engagé, Monsieur Ben Arab Abdelkader, qui va nous parler de son livre paru aux éditions de l'Harmattan en 2011 et qui s'intitule Islam et immigration. Bonjour, Babik, content de te recevoir une fois de plus pour nous parler de ton œuvre, pour nous parler de tes engagements, pour nous parler de ton travail qui est nécessaire car il touche une question qui est brûlante aujourd'hui, la question notamment de l'immigration, de l'islam. Donc, sois gentil de nous parler un peu de ce livre, paru en 2011, qui a donc maintenant, qui va sur sa 5e année. Est-ce que son actualité est encore fraîche? Est-ce qu'elle est encore là? Merci pour l'invitation, encore une fois. Et c'est un livre qui porte sur l'immigration et l'islam parce que le rapport est étroit, est intime. Donc il y a une articulation très forte entre ces deux thèmes. Et comme je l'ai dit dans d'autres émissions, les immigrés, si vous voulez, ou l'immigration d'une manière générale, je ne parle pas d'individus ou de générations d'immigrés, sont impliqués dans cette chose qui est en fait l'islam. C'est-à-dire, c'est une dimension tellement importante qu'on a du mal à imaginer une vie en France, pour un immigré du moins, sans cette religion qui est pour lui une structure qui le rassure, une entité, une philosophie, une foi, une pratique au quotidien. C'est très important. Donc, malheureusement, l'amalgame qu'on fait toujours, c'est-à-dire, s'il y a, si vous voulez, une immigration qui est plus ou moins, qui n'est pas réussie ou qui a des difficultés économiques, etc., tout ça entache par votre conséquence la notion ou le concept ou la vie du musulman. L'immigré vit et doit vivre sa vie religieuse d'une manière convenable, d'une manière correcte, d'une manière respectée. Voilà ce qui est important. Alors ce titre, bien sûr, ce titre qui est Islam et immigration, à l'intérieur, il y a un certain nombre de thèmes, de thématiques qui sont développés. Par exemple, la langue maternelle. Comme à la base je suis enseignant, donc j'insiste beaucoup sur, je le disais dans les différentes émissions, sur la scolarité des enfants. Entre autres, il y a un chapitre très important qui porte sur la langue maternelle. Chacun de nous, bien sûr, a une langue maternelle. Et nous devons valoriser ces langues maternelles. Nous n'avons pas le droit de rejeter nos langues maternelles. Si on est berbère, amazigh ou quelle que soit la variante de la langue berbère qu'on parle, nous devons valoriser, développer, parler cette langue. Nous devons parler l'arabe, nous devons parler le chinois. Parce que le phénomène, linguistiquement parlant et pédagogiquement parlant, la langue maternelle facilite, si vous voulez, l'apprentissage d'autres langues. Et nous pouvons le remarquer. Nous qui avons une langue maternelle bien structurée, bien posée, nous n'avions aucun problème, nous n'avons eu aucun problème à apprendre d'autres langues, comme le français que je parle, comme l'allemand, comme l'anglais, etc. Donc j'ai insisté dans ce chapitre sur également les langues maternelles. Donc tous ces sujets qui touchent à l'immigration sont traités, si vous voulez, ici, à travers cette forte articulation entre l'immigration et l'islam. Je me permets une parenthèse, justement pour noter quelque chose que souvent notre grand public ne connaît peut-être pas, c'est qu'à la suite de l'indépendance, et notamment avec l'Algérie, il y a eu des accords étatiques entre la France et l'Algérie pour permettre une continuité de l'apprentissage de la langue maternelle en France. C'est-à-dire que la France s'engageait à fournir les locaux, et qui étaient notamment les écoles,
mais le mercredi après-midi et le samedi après-midi, par exemple, c'est-à-dire à des moments où il n'y a pas cours, où il n'y a pas école. Elle s'engageait à fournir les locaux, et l'Algérie, elle, s'engageait à fournir les enseignants, donc elle avait sa participation financière aussi, elle rémunérait les enseignants qui, eux, venaient pour justement, sur ces 2 après-midi-là, enseigner aux enfants d'immigrés en France leur langue maternelle. Or, ce pacte-là n'a pas été respecté, puisque plus de 90% des communes dans lesquelles des démarches étaient faites pour obtenir des locaux refusaient de fournir ces locaux. Oui, tout à fait. C'est un constat qui est juste. Il faut peut-être un peu le nuancer parce que, euh, effectivement, l'Algérie s'engageait à fournir donc les enseignants. Il y avait, à travers l'Amicale des Algériens en Europe à l'époque, des enseignants qui venaient et qui donc enseignaient la langue arabe, entre autres, avec des manuels scolaires, etc. Il y a aussi un autre phénomène, beaucoup plus tard, quand, si vous voulez, il y a eu la dissolution de l'immigration, oui, de l'amicale des Algériens, quand elle a été plus ou moins dissoute, je crois elle est complètement dissoute maintenant, l'amicale des Algériens. La France aussi a une part, c'est-à-dire elle a pris sa responsabilité, et c'est justement à son honneur, parce que dans les lycées, notamment dans les collèges, et dans les collèges je crois plus particulièrement, moi j'avais une fille dans un collège, et j'ai reçu donc une demande d'inscrire ma fille au cours d'arabe. Donc naturellement je l'ai inscrite, en plus du fait que moi je lui apprenais l'arabe aussi à la maison, elle prenait même des cours en privé, dans le privé. Et quand je suis allé donc voir la directrice, avec laquelle, une dame fort sympathique avec laquelle donc j'ai discuté du problème, elle me disait qu'il n'y avait pas d'enfants inscrits. Donc je reviens toujours à ce problème de responsabilité. Ce n'est pas seulement les pouvoirs français qui nous bloquent, c'est nous-mêmes aussi, c'est la communauté aussi qui n'est pas responsable. Il faut qu'elle puisse avoir cette conscience claire, cette conscience aiguë de son environnement, de ses problèmes, et qu'elle... Vous voyez, l'école française a fourni, je ne dis pas partout dans les villes, moi j'habite une ville où elle fournissait des locaux, elle fournissait même des enseignants. Oui. Alors, moi, À titre, je veux dire, officiel, excusez-moi, à titre officiel, mais les gens n'inscrivaient pas leurs enfants. Donc la responsabilité je veux dire, il ne faut pas tout le temps incriminer les pouvoirs publics français. C'est vrai que parfois ils sont défaillants, mais en l'espèce, pour l'enseignement de la langue arabe, ils étaient présents, j'étais moi-même témoin. Ça peut être un cas isolé, puisque moi, c'est quand même des informations que je tiens du responsable de l'époque, M. Abbad, qui s'occupait justement du rapport entre les uns et les autres pour pouvoir mettre ces cours sur pied. Donc ça, c'est des constats officiels qui ont été faits d'époque. Mais il y a un autre constat qu'on peut faire aujourd'hui dans ce cadre-là, c'est que dans les associations de quartier, notamment de mosquées, on a tous les mercredis et tous les samedis un nombre d'enfants de plus en plus important qui s'inscrit à des cours d'arabe. Et ce qui d'ailleurs pose problème, puisque quand les mosquées sont d'obédience salafiste ou autre, en plus de l'arabe, on leur apprend, on les endoctrine. Et ça pose problème. Or, souvent, et ces cours sont payants, etc., quand on se rapproche de parents, le reproche qu'ils font, c'est qu'à l'école, rien n'est organisé, que donc ils sont obligés de se rabattre sur des organisations de quartier. Mais c'est à eux de demander à l'école. Mais ils demandent. Pas souvent. Très sincèrement, pas souvent. Je vous dis, moi-même, j'étais surpris de recevoir une demande, c'est-à-dire un imprimé que je devais remplir pour inscrire, si je souhaitais inscrire donc ma fille en cours d'arabe. Et quand je suis allé à l'école, les cours n'ont pas eu lieu, faute d'élèves, faute de candidats. Ça, c'est un problème. Je veux dire, c'est aussi à la communauté d'être responsable de retrousser ses manches et d'aller justement frapper fort et demander des cours
instituer, je veux dire, pas seulement des cours dans les mosquées. Mhm. Des cours, vous savez, dans les mosquées, c'est à la limite, c'est marginal, à la limite, c'est des cours privés. Moi, je vise les cours institués, c'est-à-dire les cours inscrits dans le cursus de l'élève pendant sa scolarité. Ça, c'est Tout à très fait. important. C'est Tout ça à qu'il fait. faut, sur cela, sur ce phénomène, qu'il faut insister. Voilà. Inch'Allah, car effectivement, dans le rapport islam-immigration, donc dans le rapport de l'islam avec les personnes immigrées, c'est vrai que la langue arabe joue un rôle central, sachant que l'islam est basé sur la langue arabe. Oui, c'est une dimension importante, mais la langue maternelle, ça peut être aussi l'arabe, le chinois, que sais-je, d'autres langues. C'est-à-dire, c'est l'importance, si vous voulez, de l'apprentissage de la langue maternelle. La langue maternelle, si vous voulez, c'est vraiment un garde-fou qui vous empêche de tomber quand, vous savez, quand vous avez des problèmes. Et il y a un grand déficit, si vous voulez, dans la socialisation quand on n'a pas quand on n'a pas la langue maternelle. Les enfants évoluent dans une brume, dans un brouillard, comme ça, parce que faute justement d'avoir cette langue maternelle, parce que la langue maternelle, ce n'est pas seulement le langage parlé, c'est aussi tout un rapport intime avec la mère qui transmet aussi d'une manière directe ou indirecte, d'une manière consciente ou non, même dans le ventre de la maman, si vous voulez, il y a une transmission, il y a une vibration, il y a des connaissances comme ça de culture, etc., par un phénomène assez complexe, un phénomène psychologique assez complexe. Donc l'importance de la langue maternelle. Merci beaucoup. C'est très gentil donc de nous avoir éclairé sur l'importance donc de cet écrit qui revient et qui met en avant sur toute l'importance de la langue maternelle. Nous vous en souhaitons une bonne lecture et nous vous disons à très bientôt, Inch'Allah, pour retrouver nos amis, notre ami Sidi Abqadar, et revenir sur un thème qui, par contre, là, nous touchera de plus près, puisqu'il fera référence à des événements malheureux qui se sont déroulés lors de la bataille de Sétif. Donc, nous laisserons notre ami nous en parler un petit peu plus lors de notre prochaine rencontre. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci.